Donc nous allons voir aujourd'hui comment mettre son site WordPress en ligne. D'accord? Donc la première des choses à savoir, c'est que lorsque vous avez un site, lorsque vous créez un site internet et que vous voulez le mettre en ligne, il vous faut avoir absolument ce qu'on appelle un hébergeur web. D'accord? Donc, un hébergeur, en fait, c'est un prestataire de service qui vous loue un espace sur un de ses serveurs. Cet espace dans lequel vous allez positionner les données de votre site internet. Donc, l'hébergeur, il va vous donner un nom de domaine, par exemple, chez nous, c'est Sénégal Web Métier. D'accord? Donc, l'hébergeur vous donne le nom de domaine qui correspond à l'adresse qui va pointer sur l'espace du serveur où sera votre site web. D'accord? Donc, il y a le nom de domaine qui vient avec l'hébergeur, il y a l'espace d'hébergement et il y a également les mails professionnels, je voulais dire. Donc, un espace dédié aux mails professionnels où vous pouvez créer des mails professionnels. Donc, avant de mettre un site en ligne, assurez-vous d'avoir un hébergeur web. Et les hébergeurs, il y en a plusieurs en fonction de ce que vous recherchez. Et il y a plusieurs offres, d'accord? Il y a plusieurs hébergeurs que vous pouvez retrouver sur le net. Maintenant, en fonction maintenant, par exemple, il y a OVH qui est assez célèbre aussi. Il y a, ça c'est pour tous ceux qui sont dans le domaine francophone, OVH, il y a LWS, d'accord. Donc les hébergeurs, ils vous donnent par exemple, bon là il y a des promotions, ils vous louent un espace, d'accord. Ils vous louent un espace et ils vous donnent des offres en fonction de ce que vous recherchez. C'est-à-dire par exemple, si vous voulez un très grand espace, vous devez payer beaucoup plus cher. Bon, personnellement, je n'ai jamais utilisé OVH. Bon, je l'ai utilisé une fois, mais il y a longtemps. Il y a One et pour ceux qui ont des petits sites, des sites de présentation, moi je vous recommande LWS qui a une offre assez moins chère quand même. Donc assez pour pouvoir présenter votre site en ligne. Mais si vous voulez créer des sites un peu plus complexes, des sites, bon, par complexe, j'entends par exemple où il y a des espaces membres du e-commerce, où il y a pas mal de dynamisme. Ça fera aussi l'affaire, mais bon, je me dis, vous pouvez prendre aussi mieux. Bon, mieux pour moi. En tout cas, moi, l'hébergeur que j'utilise, c'est HostGator. En HostGator, s'il fallait que je recommande vraiment un hébergeur, ça sera celui-ci. Je l'utilise depuis des années et franchement, j'ai absolument pas eu de problème. La seule difficulté, c'est que il est en anglais. Donc, si vous voulez passer à cet hébergeur, il faut vraiment il vous faut comprendre l'anglais, quoi. Donc, il y a HostGator, il y a aussi Hébergement Canada qui peut avoir, ou bien Host Papa, oui. Donc, il y en a plusieurs en tout cas, il y en a plusieurs. Et chaque hébergeur vous propose une offre. Et maintenant, vous devez savoir que chaque hébergeur prend en compte, en général, ils prennent en compte l'installation sur WordPress, d'accord? Ils prennent en compte l'installation sur WordPress et les CMS. Donc, maintenant, lorsque nous avons créé notre site, voilà par exemple, là je suis en local, j'ai ce site local, ce site qui est en local là, que je veux mettre en ligne, d'accord, sur un hébergeur qui sera en ligne. Donc j'ai pu créer tout mon site en local comme ceci, d'accord. J'ai créé mon site avec les différentes pages et tout, et je veux le mettre tel quel en ligne sans avoir à faire un double travail. Et comment est-ce que ça se passe? C'est ce qu'on va voir. Donc la chose que vous devez savoir, c'est que
il y a des hébergeurs qui vous donnent certains privilèges et d'autres qui ne vous en donnent pas autant. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque vous avez créé votre site en local, lorsque vous avez travaillé en local sur votre WordPress et que vous avez créé un site en local, vous avez eu à créer une base de données, d'accord, dans le PHPMyAdmin, et vous avez eu à installer dans le disque de votre machine WordPress. Donc c'est exactement la même chose qu'il va nous falloir faire. Ce qu'il y a, c'est que certains hébergeurs ne vous donnent pas accès à la console localhost / phpMyAdmin. Donc, soit vous aurez à les contacter pour qu'ils vous donnent les accès nécessaires, soit vous allez devoir trouver un autre moyen. D'accord? Donc là, maintenant, je suis en train de supposer que l'hébergeur que vous avez choisi vous donne accès à la base de données. Bon, en tout cas, celui avec lequel nous allons travailler, que j'utilise, nous avons accès à la base de données, pardon. Donc, lorsque vous achetez un hébergeur, il vous donne l'accès au tableau de bord de l'espace d'hébergement, d'accord? Il vous donne l'accès au tableau de bord de l'espace d'hébergement. Ce qui peut changer d'un hébergeur à l'autre, je vous le rappelle, c'est possible que chez vous, ce soit un peu différent, d'accord? Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est que en local, on va commencer maintenant la procédure de la mise en ligne. En local, la première des choses que nous allons faire, nous allons ajouter une extension qui va nous permettre de faire cette procédure-là. Cette extension va nous permettre de dupliquer notre site. On va dupliquer les tables des bases de données et nous allons pouvoir importer le site sur notre serveur en ligne. D'accord? Donc, nous avons le nom de l'extension qui permet de le faire s'appelle Duplicator. Donc, lorsque vous recherchez Duplicator, d'accord, c'est là voici ici, Duplicator, c'est cette extension que nous allons installer et qui va nous permettre de mettre notre site en ligne en conservant absolument tous les paramètres, les extensions, les menus, etc. etc. D'accord? Donc là, nous installons l'extension. On installe l'extension. L'extension étant installée, nous allons l'activer. Lorsque l'extension Duplicator est installée, elle vient avec son menu qui est là. D'accord? Je clique une fois sur son option et pardon, il nous sera demandé de créer un paquet. D'accord? Donc, je clique sur créer un paquet. Donc, quand je clique sur créer un paquet, il nous donne des informations comme le nom du paquet, le répertoire de stockage, les archives. On va laisser tout ça par défaut, d'accord, parce qu'on veut faire une installation complète. La seule chose où vous allez peut-être changer, ce sera la nouvelle URL, donc le nom de domaine de votre site que vous allez changer ici. D'accord? Donc, parce qu'en local, nous étions sur localhost / le nom de votre site, mais en ligne, vous allez avoir un nom de domaine que vous avez acheté ou bien un sous-domaine. Donc, en ce qui nous concerne ici, nous allons mettre le sous-domaine que nous avons créé. Donc, parce que j'ai déjà un nom de domaine, je veux, c'est-à-dire l'adresse qui va recevoir le site, c'est de ça que je parle. Donc, laissez-moi revoir un peu le sous-domaine que j'ai créé par rapport à ça. Je crée, ok, au fond, c'est
Donc, chez moi, ça va s'appeler refonte secodis.senegal.webmétier.com. D'accord, donc je disais ici, ça sera l'URL de la nouvelle adresse que vous allez saisir. D'accord. Donc, vous allez saisir soit le nom de domaine principal, soit un sous-domaine que vous aurez créé depuis votre hébergeur. D'accord. Ensuite, je vais sur suivant. Lorsque j'ai changé les éléments, je vais cliquer sur suivant. Donc, après avoir mis le nom de le nouveau lien, la nouvelle URL, on va cliquer sur suivant pour la création du paquet. Et vous allez voir, il va vous donner ce petit message, scan en cours. Donc, on va le laisser le temps de faire le scan. Ensuite, il va vous donner ce petit message avec quand vous avez good, c'est que c'est bon. Il a vu que il y a la base de données et les liens sont parfaits. Et quand c'est fait, vous allez juste cocher. Ne vous inquiétez pas parce que si vous avez fait un gros site, il va vous prévenir sur la taille totale. D'accord? Donc, que ça ne vous effraie pas. Cochez sur ce petit mot et ensuite vous cliquez sur création. Quand vous allez cliquer sur création, il va lancer la création du paquet. Donc, lorsqu'il lance la création du paquet, ça peut prendre relativement du temps en fonction de la taille du site que vous avez créé. Donc, ensuite, maintenant, lorsque c'est fait, vous allez vous connecter sur votre espace d'hébergement en ligne. D'accord? Donc, vous allez vous connecter sur votre espace d'hébergement en ligne. Plusieurs espaces d'hébergement ont ce tableau de bord qu'on appelle le cPanel. Donc, vous pouvez vous retrouver si vous êtes dans mon cas. Mais si vous n'êtes pas dans mon cas, c'est pas grave, la procédure est la même. Il vous faut surtout chercher quoi? Il vous faut d'abord chercher la base de données. Donc, il va vous falloir chercher cette petite icône MySQL où vous allez pouvoir créer une base de données. Cette base de données qui va recevoir le nouveau site qu'on est en train d'installer. D'accord? Donc, on clique sur base de données pour créer une nouvelle base de données. Donc, et comme je vous le disais, assurez-vous que votre serveur vous donne l'accès à la base de données parce que plusieurs serveurs refusent parfois cet accès. Donc, je donne le nom de la nouvelle base de données. Donc, vous pouvez la nommer comme vous voulez. D'accord? Donc, j'ai créé une base de données. Et la chose à faire, c'est qu'il faudra vous assurer de retenir le nom de cette base de données. Donc, je crée la base de données. La base de données a été créée. Ensuite, je vais créer un utilisateur MySQL. D'accord? Donc, je crée un utilisateur. Donc, l'utilisateur, c'est lui qui aura les pouvoirs d'agir sur la base de données. Ok, donc le mot de passe, on va créer un mot de passe, pardon. Je vais utiliser par exemple le générateur de mots de passe, si je veux, ou pas. Je vais carrément créer un mot de passe que j'aurai. D'accord, donc
Ensuite, je clique sur créer un utilisateur. Donc, ce que je viens de faire, c'est que j'ai créé une base de données et ensuite, j'ai créé un utilisateur. D'accord? Donc, maintenant, quand la base de données et l'utilisateur ont été créés, on va mettre les deux en relation. Donc, je cherche l'utilisateur que j'ai créé et je vais le mettre en relation avec la base de données que j'ai créée. D'accord? Donc, à chaque fois, vous allez voir les mots qui vont vous... il y a ajouter un utilisateur à une base de données, ajouter un nouvel utilisateur, créer une base de données. Donc, vous allez vous retrouver à partir du titre. Pour créer la base de données, c'est là. Créer une base de données. Pour créer un utilisateur, c'est ici. Ajouter un nouvel utilisateur. Vous donnez le nom d'utilisateur. Vous mettez le mot de passe 2 fois pour confirmer. Ensuite, la base de données étant créée ainsi que l'utilisateur, vous mettez les deux en relation. D'accord? Donc, je prends l'utilisateur que j'ai mis et je prends la base de données et je clique sur ajouter. Maintenant, il va me demander les privilèges des utilisateurs et on va cocher tous les privilèges et apporter les modifications. D'accord? Donc, ceci étant fait, nous avons créé une base de données, un utilisateur et nous avons mis en relation les bases de données et les utilisateurs et l'utilisateur. Je reviens maintenant sur mon local. Vous avez vu tout à l'heure, on était en train de faire la création du paquet et lorsque le paquet a été bien créé, nous avons ce résultat, d'accord? Il va vous dire paquet créé. Il va nous donner deux fichiers installeurs. On clique sur installeur. Il va télécharger un fichier installeur PHP dans votre machine. Et on clique sur archive. Il va télécharger également l'archive. Donc, ce sont ces deux éléments maintenant qu'il va nous falloir charger dans notre serveur. Donc, je retourne dans mon serveur. Si vous avez ce qu'on appelle un client FTP, un logiciel pour avoir accès à votre serveur par FTP, comme FileZilla, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'utilise dans l'hébergeur, il y a déjà aussi la possibilité de se connecter par FTP. Donc, il va vous falloir juste vous retrouver sur l'espace adéquat que vous avez créé. Donc, dans mon cas, ici, je vais rechercher parmi tous les noms de domaines et sous-domaines que j'ai eu à créer. Voilà celui que je cherche. Donc, je me connecte par FTP dans mon sous-domaine. Donc, par FTP, ici, si vous voulez passer par le cPanel, il va vous falloir cliquer sur Fichier et Gestionnaire de fichiers. Donc, et vous allez sélectionner l'URL de l'endroit où vous voulez vous trouver. Donc, ensuite, il m'emmène dans cet endroit, d'accord? Et c'est ici à l'intérieur que je vais charger les éléments, d'accord? Donc, je commence par charger le fichier zip qui est quand même assez lourd, donc ça dépendra de la taille de votre site. Donc, il va commencer le chargement, d'accord? Donc, on va le laisser charger pendant quelques instants. Et ensuite, on va aussi charger le fichier d'installeur. Donc, après avoir créé les paquets, on a téléchargé le fichier installeur et archive qu'on a mis dans notre serveur, d'accord? Et lorsqu'on met dans le serveur, nous avons les deux fichiers qui sont là, installeur.php et l'archive zip que nous avions créé depuis notre disque local et que nous avons mis dans le serveur par FTP, d'accord? Donc, ensuite maintenant, comme les éléments ont été créés, il va nous falloir aller sur le nom de domaine, d'accord, le nom de domaine ou bien l'URL
l'URL sur lequel on veut mettre le site. Donc, je mets l'URL refund.secodis. Lorsque je tape l'URL, vous allez voir qu'il va vous montrer les fichiers qui sont à l'intérieur, d'accord? Et donc, je clique sur installeur.php. Quand je clique sur installeur.php, maintenant, c'est un fichier qui va permettre d'installer tout notre site en local. Donc, notez bien, quand je tapais juste l'URL, quand je tapais l'URL, voilà ce que ça donnait. Et il faut que cette URL devienne en fait le lien de mon site local. On veut avoir tous ces éléments, d'accord? Tous ces éléments en local, c'est ça qu'on veut mettre sur cette URL. Donc, on a chargé les deux fichiers dans notre serveur. Et lorsqu'on choisit le fichier installeur.php, il va maintenant nous demander des informations, d'accord? Host, ici c'est localhost par défaut, en principe. Ça peut être différent selon les hébergeurs, mais en général c'est ça. Maintenant, name, il nous demande new or existing database name. Maintenant, il va nous falloir donner le nom de la base de données. Donc, on va revenir sur les bases de données qu'on a créées tout à l'heure. Donc, on avait créé une base de données, on avait créé un utilisateur, et ce sont ces deux éléments qu'il va nous falloir renseigner, d'accord? Donc, base de données, le nom de la base de données, c'était ça. Je copie le nom de la base de données que je mets là. Le nom de l'utilisateur qui est juste là, là à côté. L'utilisateur qui a été relié à la base de données, bien sûr. Et maintenant, le mot de passe. Le mot de passe qu'on a créé. Et on va cliquer sur Test Connection. Si c'est que il a réussi à connecter les deux éléments, il va vous dire qu'il y a eu un succès. Ensuite, on coche I have read all warnings and notices et on clique sur Run Deployment. D'accord? Donc maintenant, il va essayer donc de déployer le site tel quel. D'accord? Et maintenant, il nous précise, voici l'ancien lien et voici le nouveau lien. D'accord? Et le cheat, etc. Ensuite, quand c'est bon, on clique sur Run Update. Et en fonction de la taille de votre site, il va extraire et le tout. Et maintenant, quand c'est tout, il va vous donner ces différents messages. Et on va aller sur Test Site. Voilà le nouveau nom de domaine. Et maintenant, vous voyez que le nouveau nom de domaine, le nom de domaine prend exactement tout ce qu'on a fait en local. D'accord? Voilà. Exactement tout. Voici le disque en local slash secodis refonte. Et voici le site en ligne qui est exactement pareil où il a gardé exactement les mêmes éléments. Donc, voilà un peu comment vous pouvez mettre votre site en ligne grâce à l'extension Duplicator et aussi grâce à la création de bases de données d'utilisateurs depuis votre hébergeur. Donc, comme je vous le dis, il se peut qu'à un certain niveau, votre hébergeur bloque des accès. Il faudra le contacter pour ce faire ou bien passer par une autre méthode. Donc, merci pour votre attention.